1er avril 1945. Une gigantesque flotte se présente devant l'archipel d'Okinawa, situé à 500 km du Japon. Elle est chargée de protéger le débarquement de 500 000 Marines américains qui doivent conquérir cette île, dernière étape avant l'invasion de l'archipel nippon. Si la tâche s'annonce difficile pour les fantassins, les marins ne sont guère inquiets. La flotte japonaise n'a presque plus de bâtiments de surface et ses sous-marins sont trop peu nombreux. Mais c'est du ciel que va surgir un danger inattendu. Un vent divin s'apprête à se jeter sur l'armada américaine. Au moment de l'invasion d'Okinawa, le Japon est à bout de force. Après plus de 3 années d'une guerre féroce contre les États-Unis, il n'a quasiment plus de flotte de combat, son aviation a été décimée et il manque cruellement de carburant et de munitions. Après l'effondrement du Troisième Reich, l'Empire du Soleil Levant est totalement isolé, assailli de tous côtés par les Alliés. Le sort de la guerre est scellé depuis longtemps, mais les militaires qui dirigent le pays s'obstinent à poursuivre le combat, certains guidés par le code de l'honneur qui interdit de se rendre, d'autres plus cyniques qui espèrent épuiser les Américains et obtenir une paix favorable. L'état-major décide alors de créer un corps spécial, celui des kamikazes. Ce mot signifie vent divin. Il fait référence à une gigantesque tempête qui a détruit une flotte mongole chargée d'envahir le Japon au Moyen-Âge, le sauvant in extremis. Ce nouveau vent divin consiste en des escadrilles de chasseurs que les pilotes doivent jeter volontairement sur les navires ennemis. On recrute donc de jeunes volontaires qui n'ont qu'une formation de base sur les avions. On leur promet que leur nom sera gravé sur le temple Yasukuni et que leurs familles n'en manqueront de rien. En ce mois d'avril 1945, l'état-major a planifié une grande opération baptisée Kikuzui. Plus de 400 appareils s'apprêtent à décoller du Japon et à s'abattre sur les bâtiments américains. Une cérémonie a lieu avant le lancement de l'opération. Les pilotes boivent un verre de saké en se tournant vers leur région d'origine, puis ils récitent un poème d'adieu. Ils nouent autour de leur front un bandeau frappé du drapeau de la flotte impériale, avec les 16 rayons entourant le disque rouge. Cet acte s'accompagne souvent du cri de guerre « Tennoeika Banzai » qui signifie « longue vie à l'empereur ». Le 6 avril, alors que les combats foragent sur l'île d'Okinawa, à bord d'un navire américain, on sonne le branle-bas de combat. Les radars ont repéré l'arrivée de centaines d'avions ennemis. Les chasseurs décollent pour les intercepter et les batteries antiaériennes se préparent. Après quelques minutes, les marins aperçoivent les premiers avions et ouvrent le feu. Ils voient alors avec stupeur ces avions se jeter délibérément sur leur navire. Leurs cibles prioritaires sont les porte-avions. L'enfer dure toute la journée.
des vagues de kamikazes se succèdent et s'abattent sur les bâtiments américains. Continuant sur sa lancée jusqu'au boutiste, l'état-major japonais lance l'opération Tengo. Le dernier grand bâtiment de la flotte impériale, le gigantesque cuirassé Yamato, accompagné de quelques navires, effectue un voyage sans retour vers Okinawa car il n'y a pas assez de combustible. Il doit s'attaquer à la flotte ennemie et lui infliger un maximum de dégâts avant d'être immanquablement détruit. La flotte japonaise apparaît le 7 avril, mais elle est rapidement repérée. Après avoir parcouru à peine 100 km, elle est assaillie par près de 400 avions. L'équipage de Yamato résiste farouchement, mais le navire est une cible trop facile. Il est atteint par 6 bombes et 11 torpilles. Il chavire après 2 heures de lutte. Cette opération insensée n'a eu aucun effet sur le déroulement des combats à Okinawa. Tout comme les raids de kamikazes qui se poursuivent dans les jours suivants. Au niveau stratégique, ce sont des échecs cuisants. Très peu d'avions parviennent jusqu'aux navires américains, abattus par la chasse ou la DCA. Les rares qui atteignent leur cible n'infligent pas suffisamment de dégâts à une flotte américaine surpuissante. Aucun navire important n'est coulé. Plus de 5000 avions et pilotes japonais ont été perdus, rien qu'à Okinawa. En revanche, l'effet psychologique est dévastateur. Les marins américains sont déconcertés par ces Japonais qui se sacrifient délibérément en se jetant sur leur navire. Ils ne comprennent pas cette mentalité issue du code d'honneur du Bushido, alors qu'il est évident que tout est perdu pour l'Empire du Soleil Levant. Lorsque l'île est enfin conquise à la fin du mois de juin, plus de 100 000 soldats japonais sont morts. Seuls 7 000 d'entre eux ont été faits prisonniers, les autres se sont lancés dans des charges suicides, sabre à la main. Les marins et soldats américains présents dans le Pacifique, qui seront bientôt rejoints par leurs camarades en Europe, imaginent avec effroi à quoi ressemblera la prochaine campagne, l'invasion du Japon lui-même.
Le Pentagone estime que la conquête du Japon ne sera pas achevée avant 1947, au prix de pertes effroyables dans les deux camps. L'offensive des kamikazes à Okinawa pèsera lourd dans la décision du président Truman d'utiliser la bombe atomique pour mettre fin au conflit. Le 6 août, Hiroshima est rayée de la carte. Le 9 août, c'est au tour de Nagasaki. Le même jour, les Soviétiques envahissent la Mandchourie. L'empereur Hirohito passe outre les avis de ses généraux et décide le 10 août de mettre fin aux hostilités. Le 15, il s'adresse pour la première fois à son peuple, qui découvre son visage et sa voix. Il leur demande de cesser le combat et de supporter l'insupportable. La reddition du Japon est signée le 2 septembre. De nos jours, l'archipel d'Okinawa est un lieu de villégiature, touristique et paisible. Seuls témoignent de l'offensive kamikaze les carcasses d'avions et de navires au large, et selon certains habitants, les âmes de ces hommes sacrifiés en vain dans une lutte désespérée.